Mon objectif, c'est d'être vraiment milliardaire et en temps record. Et pour ça, je sais que je ne vais pas y arriver seul. Il s'appelle Souleymane Agne et il a réussi un pari que tout le monde pensait impossible, faire pousser des fraises au Sénégal. Avec son projet Fraizen, il a prouvé qu'on pouvait produire localement, créer de la valeur et inspirer toute une génération à croire en la terre. Mais Souleymane, ce n'est pas qu'un entrepreneur. Moi, j'ai perdu presque 18 millions de francs CFA sur un projet de fraises. C'est aussi l'héritier d'une histoire, le petit-fils de Thierno Souleymane Agne, un homme respecté pour son savoir et son travail de la terre à l'époque coloniale. Aujourd'hui, il marche dans ses pas, dans une nouvelle ambition, la ferme de la diaspora. Bonjour mon cher Souleymane, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici dans Raconte-moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas? Bonjour, merci pour l'invitation déjà. Mon nom c'est Souleymane Agne, je suis un agronome de formation. Je suis aussi le CIO de Fraizen, formateur en agriculture, en agrobusiness, basé au Sénégal. Je pense qu'il y a un sujet en tout cas qui intéresse beaucoup de Sénégalais pour qu'on puisse avoir notre indépendance en alimentation avec le travail que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, mais aussi du côté de la diaspora. D'ailleurs, vous êtes venu ici faire un masterclass en France et vous êtes en train aussi de continuer dans d'autres pays. Est-ce que vous pouvez nous en parler très rapidement? Est-ce qu'il y a un intérêt des Sénégalais de la diaspora pour pouvoir investir dans ce domaine? Le truc, c'est que moi, je crois fortement que la diaspora est une solution parfaite pour régler ce problème d'autosuffisance alimentaire. C'est une force, en fait, qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que les autorités sont bien conscientes, en fait, de cette force-là. Maintenant, d'ailleurs, ça veut dire qu'il faudra savoir voir comment utiliser cette force. La diaspora sénégalaise, pour moi, est l'une des meilleures solutions qu'on peut avoir à notre disposition pour voir, en fait, comment pousser le Sénégal à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, on voit souvent des Sénégalais qui sont intéressés à retourner au Sénégal, mais le problème majeur, c'est qu'ils n'ont pas confiance à personne parce qu'ils ont été arnaqués par une ou deux fois. Il y a tellement de problèmes de considération sociale au Sénégal. Donc, c'est-à-dire que derrière, ces Sénégalais de la diaspora ont besoin d'être rassurés, avoir plus d'assurance pour décider de se lancer au Sénégal. Donc, nous, notre rôle, c'est de venir voir déjà récupérer ces têtes-là qui sont là, parce qu'il y en a pas mal en fait qui ont déjà un profil intéressant qui peut intéresser réellement le Sénégal, mais de voir aussi comment derrière leurs investissements qu'ils ont à leur disposition, comment l'investir au Sénégal, comment l'amener au Sénégal et accompagner l'ensemble des jeunes qui souhaitent se lancer et qui n'ont pas forcément les moyens. Donc l'idée vraiment c'est de pousser ces Sénégalais de la diaspora à mettre à disposition leur profil, à mettre à disposition leurs moyens et voir en fait à notre niveau comment on peut créer ce mouvement d'ensemble pour vraiment en fait permettre au Sénégal d'aller rapidement à l'autosuffisance alimentaire. Parce que le réel problème, il faut le dire, c'est un problème de financement, c'est des problèmes de moyens et il est très difficile au Sénégal de lever les moyens et d'aller rapidement. On n'a plus le temps. Il faut aller très rapidement pour atteindre cet objectif-là. Et là, il faut trouver les raccourcis. Pour moi, les meilleurs des raccourcis qu'on peut trouver, c'est ici au niveau de la diaspora. D'accord, merci beaucoup. Mais il y a un sujet aussi que j'aimerais bien y revenir, retracer un peu votre parcours de ce que vous avez fait comme formation dans le passé. Mais avant ça, j'aimerais bien quand même qu'on parle un peu de votre grand-père, Thierno Souleymane Agne, donc, qui avait joué un grand rôle à l'époque coloniale sur le domaine agricole au Sénégal. Si vous devez le résumer aujourd'hui, son histoire, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de lui? Il disposait plus de 300 000 hectares. Et d'ailleurs, en fait, il avait une passion forte pour l'agriculture. Il croyait fortement que l'agriculture pouvait changer énormément de choses. Donc, imaginez à l'époque, si lui, il pensait comme ça, c'est-à-dire que déjà, en fait, ils étaient en avance par rapport même à sa génération. Donc, lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand la guerre a éclaté, il y avait pas mal de ses frères tirailleurs qui étaient venus ici en France pour participer à la guerre. Donc, lui, disposant plus de 300 000 hectares, ne voyait rien d'autre que cultiver ses terres et partager ses récoltes avec ses frères tirailleurs. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, il a reçu pas mal de médailles du général de Gaulle. C'est notamment le Chevalier de l'Ordre national du mérite, la Légion d'honneur et médaille de sauvetage. Donc moi, personnellement, quand j'ai eu écho de cette histoire, je me suis dit, attends, comment ça se fait en une seule génération que personne n'a connu l'histoire de mon grand-père? Et comment ça se fait en une seule génération? Déjà, en fait, moi, personne ne m'a même pas parlé, en fait, de l'agriculture, de cette activité agricole. Donc, c'est là où j'ai eu une déclic. Je me suis dit, OK, si lui, en fait, déjà, durant la Deuxième Guerre mondiale, il a réussi à faire ça, recevoir pas mal de médailles,
Je pense que c'est le moment pour moi de voir en fait quelle orientation que je peux avoir en fait dans l'agriculture. Et à partir de là, peut-être décider même d'abandonner mes études en droit pour me lancer dans l'agriculture concrètement. Donc, je peux dire, j'étais animé par la passion. Il y avait la passion. Mais derrière, en fait, pour moi, au fond de moi, je me disais, il y avait quelque chose de plus que je devais faire pour changer les choses, pour apporter en tout cas un plus à mon pays. Et je ne pouvais pas le faire en étant peut-être en fait en faculté des sciences juridiques et politiques. Justement, il y a beaucoup d'étudiants qui nous regardent, qui sont très intéressés par la formation, par le parcours des personnes comme vous, aujourd'hui, qui sont des personnes qui sont très accomplies. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi rapidement, qu'est-ce qui vous a mené à ce choix-là au début de s'orienter plus sur des études en droit? Ça, c'est le problème même de tous les Sénégalais. C'est-à-dire qu'ils apprennent pour passer les classes supérieures. Ils ne se fixent pas des objectifs de carrière. Donc moi, par contre, dès le départ, j'avais en fait cette idée, cette ambition d'être un magistrat. Et c'était quelque chose que je voulais faire en fait, en réalité. Parce que je suis très contre l'injustice. J'aime pas tout ce qui est injuste en fait. Et j'aime pas en fait qu'on... Voilà quoi, j'aime pas l'injustice de façon résumée. Donc je me disais que je pouvais apporter quelque chose en étant un magistrat pour essayer de créer, de régler tout ce qui était corruption, le problème d'injustice, etc. Donc voilà. Donc ça, c'était mon rêve de départ. Mais en fait, arrivé à la faculté des sciences juridiques et politiques, j'ai fait face à plus de 10 000 étudiants, 2 000 étudiants en fait, qui avaient les mêmes objectifs. Et moi, d'habitude, j'aime pas me lancer sur quelque chose où en réalité, je ne peux pas apporter un plus. Donc, je me suis dit, en fait, arrivé au niveau des amphithéâtres, je me suis dit, OK, je me suis remis en question. Qu'est-ce que je peux apporter de plus là où il y a déjà des mondes qui sont en train de faire le travail? Donc, il faut que je trouve une autre orientation. Donc, c'est là où, comme je dis tantôt, j'ai découvert en fait l'agriculture. Et quand j'ai eu une idée en fait des problèmes qui se tournaient autour de l'agriculture, je me suis dit là, je peux apporter quelque chose. Déjà, j'étais passionné. Je ne l'ai pas fait juste parce que je n'avais pas le choix, mais j'étais passionné. Parce que j'étais très bien en fait à la faculté des sciences juridiques. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne comprenaient pas à l'époque pourquoi j'ai abandonné mes études en droit pour me lancer dans l'agriculture, qui était compris juste comme un métier qui appartenait aux pauvres. Donc, c'était comme ça que l'agriculture a été vue. Donc, pour eux, c'était un problème. Il y avait certains qui disaient que j'étais marabouté, d'autres qui disaient, oui, en fait, il a un problème. Non, c'est pas normal. Donc, pour certaines personnes, c'était pas du tout normal d'abandonner ses études en droit et de se lancer dans l'agriculture. Mais les yeux fermés, je me suis dit qu'il est toujours possible de se faire une réorientation. Donc, j'ai décidé là d'abandonner les études en droit et de me lancer dans l'agronomie. Mais je ne suis pas lancé dans l'agronomie les yeux fermés. J'ai quand même décidé de faire un concours d'entrée, parce que dans toute chose, il faudra se former d'abord. J'ai participé à un concours d'entrée. C'était le concours d'entrée à l'École nationale d'horticulture. J'ai tenté, j'ai réussi. Et quand j'ai réussi, en fait, il fallait faire un choix rapide, parce que j'étais toujours étudiant en droit à l'époque, quand j'ai réussi le concours. Donc, c'était continuer mes études en droit ou faire une orientation sur l'agriculture. Donc, le choix est vite fait. J'ai choisi, en fait, de me lancer dans l'agriculture les yeux fermés et je me suis formé. Et c'est au cours de cette formation-là que j'ai découvert l'entrepreneuriat, parce qu'on m'a aussi fait comprendre que c'est mon directeur qui me l'avait dit de l'époque. Il m'a dit il y a plus de 2000 étudiants qui sont sortis de cette école, ils n'ont pas eu de l'emploi. Donc là, j'ai compris qu'en fait, il y a un problème qui se posait. J'ai abandonné mes études en droit pour me lancer dans l'agronomie. Et là, on me dit qu'il n'y a pas de l'emploi qui est disponible. Donc, il fallait trouver une solution parce que je ne voulais pas qu'on se moque de moi. Donc, du coup, je me suis dit, OK, si je ne peux pas aller trouver des emplois ou trouver un emploi, je vais essayer d'en créer. C'est comme ça où j'ai eu l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat agricole sans pourtant avoir aucune notion dans le domaine. Donc, je me suis lancé dans le tas pour apprendre. Mais quand même, le point fort que j'avais moi derrière, c'est-à-dire que tout ce que j'apprenais à l'école, et d'ailleurs là, c'est un message que je donne à tous les étudiants, tout ce qu'on vous apprend à l'école, dites-vous en fait qu'il y a une partie qui est importante dans votre parcours professionnel. C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas les cours pour vous les donner ou pour passer en classe supérieure. Toutes choses qu'on vous donne, dites-vous qu'il y a une utilité derrière en fait et que vous pouvez l'utiliser dans votre vie professionnelle. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais en essayant d'utiliser chaque cours pour voir comment ça peut me servir en fait dans ce que je suis en train de faire. Parce qu'à l'époque, les coachings en entrepreneuriat, en incubation, etc., ça n'existait pas. Les gens ne le connaissaient pas. Donc, quand tu es entrepreneur, tu es juste un cascadeur. Tu te lances en fait, tu te casses la tête et après tu apprends comme ça. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat agricole étant étudiant. Je n'ai pas attendu de sortir de l'école
pour devenir en fait entrepreneur. J'étais entrepreneur en étant toujours en fait en classe et j'apprenais toujours en fait au fur et à mesure en fait jusqu'au bout de sortir en fait de l'école. Bon, j'ai eu la chance quand même parce que l'ensemble de ces parcours-là, de cet apprentissage en fait dans l'entrepreneuriat m'a permis d'avoir un CV assez riche. Donc quand j'ai soumis le CV au niveau de la fonction publique, j'ai été recruté d'office juste après ma sortie. Donc moi, je n'ai pas traîné. Mais ce qui m'a donné cette chance-là d'être recruté à la fonction publique, c'est-à-dire que c'est le parcours entrepreneurial. J'ai mis pas mal d'expérience dans mon CV. Et du coup, quand j'ai soumis, ça intéressait la fonction publique. Ils m'ont recruté comme formateur. Mais j'ai fait juste 1 mois de service. J'ai démissionné. Pourquoi? Parce que c'était pas moi, en fait. Je me suis dit, OK, je me mets en fait dans un bureau en fait, ou dans une salle de classe de 8h à 18h pour faire la même chose. Dans mon cerveau, déjà, les 1 année, 2 ans que j'ai fait dans l'entrepreneuriat, j'avais cette capacité de réfléchir trop vite, de penser à plusieurs choses, de faire tourner ma tête. Donc déjà, si on me dit reste sur ça uniquement, durant toute la journée, durant 1 année, 2 ans, pour moi, c'est comme me condamner à mort. Donc au bout d'1 mois de service, j'ai compris ce qui m'attendait. J'ai démissionné tout bonnement. Et je me suis continué, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mais il n'y avait absolument rien du tout qui était concret. J'ai surtout compris que c'était ça que je devais faire pour changer les choses, ou peut-être pour grandir en fait de façon professionnelle. Donc il fallait que je décide maintenant d'abandonner en fait aussi ce poste en fonction publique pour poursuivre l'entrepreneuriat agricole sans pourtant avoir quelque chose de concret qui peut me dire que je vais réussir ou pas. Donc j'étais juste un gladiateur ou bien un cascadeur qui s'est lancé dans une aventure qu'il ne maîtrisait absolument pas. Mais c'était le choix que j'ai fait. Et je peux dire en fait c'est ce parcours entrepreneurial ou même c'est l'ensemble de ces différents choix que j'ai fait qui m'a permis aujourd'hui en fait d'apprendre pas mal de choses. Mais comment on fait de se retrouver dans une situation où on est vraiment confortable parce qu'on a un très bon salaire, on est dans la fonction publique, et avoir le déclic et le courage, et par rapport à toutes les idées que vous pouviez recevoir à l'époque autour de ces décisions-là, comment on fait avec résilience pour se dire, ça c'est ma voie, c'est ce que je vais faire, et je vais rester que focus sur ça. Vous savez, lorsque j'ai abandonné mes études en droit, on m'a dit que j'avais perdu la tête. Je vais créer une entreprise même. J'ai démissionné de ma propre entreprise. Là, ils se disent que non, il y a un problème avec ce gars-là. Comment tu peux créer ta propre entreprise et démissionner de ta propre entreprise? J'ai démissionné parce que tout simplement, je ne partageais pas la même vision avec mes camarades de classe que j'ai invités à l'époque à me rejoindre dans le projet. Donc, tu quittes ça, tu es recruté par la fonction publique, tu démissionnes. C'est ce que tout le monde cherche. Donc là, c'est carrément en fait une sorte de réunion familiale pour dire, OK, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa tête, il faut tout de suite voir les marabouts pour essayer de corriger ça. Ça veut dire que la société fonctionne comme ça. Donc, derrière ce que je veux dire par là, ça veut dire que pour moi, quand on se lance ou quand on a des idées en fait qui sont vraiment claires dans ce que vous voulez faire, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'écouter les autres. Le problème en Afrique ou au Sénégal, ça veut dire qu'il y a toujours des considérations en fait, de la société. On tient compte de pas mal de choses. Et du coup, on s'oublie. Et pour moi, en fait, chaque personne dans sa vie a un objectif bien précis. Ou bien il est venu suivre une mission bien précise. Et le problème, c'est que des fois, on rate nos missions, on rate nos objectifs. Et il y a des parcours qu'on est obligé de faire pour atteindre certains objectifs. Quand j'ai compris que je n'étais pas fait pour être un salarié, ou je n'étais pas fait pour vraiment en fait, être casé dans un bureau ou une chambre de toute la journée, ou limiter mes facultés et mes potentiels, je me suis dit non, je ne vais pas le faire. Parce que le problème, c'est qu'au Sénégal, on a tellement de jeunes talentueux, des jeunes qui ont vraiment le potentiel, mais ils ne vont jamais l'exploiter parce que tout simplement, ils veulent sécuriser autour d'un salaire. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il y a d'ailleurs un marabout qui l'a dit, gâteau c'est weesul weer dee nga xam ne nga jot lal. C'est-à-dire que malheureusement, beaucoup de jeunes pensent que le succès se résume juste au fait d'avoir un salaire et de te caser quelque part et voilà, on est tranquille. Mais ce qu'on oublie, jamais vos enfants vont hériter de votre salaire. Si par malheur vous venez tout de suite en fait à mourir, que vont faire vos enfants? Ce que je veux dire par là, ça dit que chaque personne a un talent, a un potentiel, a des potentiels. Derrière, il doit voir comment exploiter ces potentiels-là pour concrétiser quelque chose, pour mettre en fait en place quelque chose qui peut servir à la société.
Et c'est comme ça qu'on peut sortir du lot. Pour moi, c'est vraiment désolant ou bien un échec. Par exemple, quand on dit que vous avez la maîtrise, vous êtes ingénieur et que vous n'arrivez pas en fait à créer quelque chose ou à apporter quelque chose à cette société-là. C'est-à-dire que vos diplômes ne vous servent absolument à rien du tout. Moi, dès l'instant que vous avez ce diplôme de maîtrise ou diplôme d'ingénieur ou tout ce que vous voulez, si vous sortez ou si vous mourrez sans pourtant apporter un plus dans cette société-là, vous ne servez rien à cette société. Donc, ça veut dire que à un certain moment donné, la personne doit faire en fait une remise de questions par rapport à lui-même, voir qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il est capable d'apporter à la société et se dire, OK, je laisse tout de côté et j'essaie de me concentrer sur ça. Et croyez-moi, si vous arrivez en fait à utiliser votre juste potentiel, vous allez vous rendre compte que l'argent va venir tout seul. On court tous derrière l'argent, mais on oublie en fait que si on arrive à capitaliser tout ce qu'on a comme potentiel, derrière l'argent vient tout simplement et tout seul et de façon naturelle. Parce qu'en réalité, ce sont les gens. Les gens vont avoir besoin de vous. Et quand vous avez tout le monde qui a besoin de vous, c'est simple. Vous avez de l'argent. Donc je pense qu'à un certain moment donné, ça a dit que moi, c'était juste si j'ai compris que j'ai quelque chose à apporter, en tout cas dans l'agriculture, à la société, il fallait que je fasse focus. Ça va être difficile, compliqué, mais il fallait que je le fasse et c'est une décision en fait qui me concernait. Donc à la limite, j'écoutais personne. J'acceptais d'être ce fou-là, la personne qu'on indexait, etc., qui ne voulait absolument rien du tout, mais je voulais quand même, je savais ce que je voulais. Et du coup, derrière, aujourd'hui, toutes ces personnes qui m'étiquetaient de fou, etc., ça ne va pas dans sa tête, ce sont ces mêmes personnes qui m'appellent pour travailler avec moi. Ça veut dire que la balle a un peu retourné. C'est juste pour dire aussi à tous ces jeunes-là, dans cette vie-là, en fait, essayez de détecter votre talent, d'utiliser vos justes potentiels, de le mettre sur table, remettez-vous en question et essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez apporter à la société. Il ne faut pas être égoïste à un certain moment donné, pas individualiste. Regardez juste en fait de façon générale, vous, qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à cette société-là et à partir de là, croyez-moi, l'argent vient naturellement. Vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a des projets qui a eu des complications à part le projet où vous aviez créé avec d'autres collègues et que finalement vous avez démissionné vous-même de votre projet? Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi que vous avez mis en place? Oui, en fait, j'ai mis pas mal de projets en place, ou je suis en train de les mettre en place en tout cas. C'est notamment le projet Fraizen, qui est une entreprise qui évolue dans la production de la fraise, qui aujourd'hui est devenu le premier réseau panafricain de fraises. Donc ici, l'idée, c'est de voir vraiment comment essayer de le développer et de faire en sorte que le Sénégal soit en quelque sorte capitale de ces fruits rouges-là. Donc l'idée ici, c'est d'ici 2 ans, 3 ans, je dirais même 5 ans, de faire en fait du Sénégal l'un des premiers pays producteurs de fraises en Afrique de l'Ouest. Donc on est bien parti pour le réussir, d'autant plus qu'on a un réseau panafricain. Et on essaie de regrouper pas mal de Sénégalais autour de cette filière-là pour développer la culture. Donc il y a ce projet, mais à côté aussi, il y a d'autres projets qui m'intéressent beaucoup plus même d'ailleurs, que nous sommes en train de développer, pour voir dans quelle mesure on peut contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Parce que j'ai l'habitude de le dire. Disons, oui, que le gouvernement est en train de faire des efforts pour essayer d'atteindre cette autosuffisance alimentaire, mais ils ne vont jamais y arriver tout seuls. Et là, il est important, en fait, que cette jeunesse, que les Sénégalais comprennent que si on attend que le gouvernement, en fait, nous pousse ou bien nous aide à atteindre cette autosuffisance alimentaire, c'est impossible. Prenez juste l'exemple, depuis les indépendances, depuis 1960, comme j'ai tendance souvent à le dire, on a eu combien de ministres de l'Agriculture? On a eu combien de présidents? Vous n'allez pas me dire en fait que tous ces ministres, tous ces présidents-là, en fait, entre guillemets. Non, ils ont fait les grandes écoles, ils ont appris, ils ont peut-être le minimum de connaissances. Mais pourquoi, malgré ces différents gouvernements, on n'arrive toujours pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire? Pourquoi, malgré les différents programmes qu'on a eus depuis les indépendances, ça ne le fait pas? Ça veut dire que ça dépasse largement le gouvernement. Ce n'est pas une question de gouvernement ou d'État, mais c'est une question en fait de patriotisme. Ça veut dire que c'est la population en tant que telle, c'est les jeunes en tant que tels qui doivent s'impliquer maintenant et décider de ne plus attendre de l'État. C'est-à-dire que ce qui peut régler le problème d'autosuffisance alimentaire, je le dis aujourd'hui et je le dirai toujours, ne va jamais venir de nos gouvernants. Il faut qu'on le comprenne ainsi. C'est-à-dire que c'est la jeunesse, c'est les Sénégalais,
c'est tous les Sénégalais de la diaspora qui doivent unir leurs forces pour s'engager en fait, pour tout simplement essayer de voir comment atteindre ces objectifs-là. Quand j'ai compris ça, moi, j'ai décidé en fait de faire les choses autrement. Parce que l'État, quand même s'il décide aujourd'hui de regrouper en fait tous les Sénégalais, ne va pas y arriver. Parce que vous avez les opposants, vous avez de gauche à droite, donc forcément, ils ne vont pas se retrouver. Mais nous, derrière, en tant que jeunes, si on décide en fait de mettre la main dessus, c'est possible de le faire. Et la seule façon de le faire, c'est d'unir tout le monde. C'est pourquoi, en fait, derrière, j'ai essayé de faire des activités pour faire comprendre aux Sénégalais que c'était possible. C'était comme le projet de forage qu'on a lancé. Il fallait regrouper en fait une somme pour acheter cette machine de forage-là. En moins de 6 heures de temps, on l'a fait. On a fait pareil en fait pour le projet d'ananas, où il fallait regrouper en fait presque 10 millions. En moins de 7 heures de temps, tu regroupes 100 millions de francs CFA. Pareil aussi pour d'autres projets qu'on a lancés, notamment le tournesol, où on est en train de former 200 jeunes, pour leur dire qu'on a un objectif de 100 tonnes par mois. On a besoin d'atteindre cet objectif-là. J'ai besoin de 200 jeunes qui vont travailler autour de cette culture-là. Venez travailler ensemble. En moins d'une semaine, on a regroupé ces 200 jeunes, on les a formés pour la culture du tournesol. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'avec cette formule, avec cette façon de faire-là, tu peux regrouper tous les Sénégalais autour de cet objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire-là. Et derrière, le gouvernement n'aura qu'un seul objectif, ou bien n'aura qu'un seul choix, c'est de vous suivre. Parce qu'en réalité, en fait, c'est pas à nous, on ne doit pas être dans cette posture d'écouter le gouvernement ou d'attendre leurs propositions. C'est à nous d'imposer nos propositions. C'est à nous d'avoir ces propositions-là, d'avoir ces solutions-là, et venir vers eux leur dire, les gars, voici la proposition, voici le programme qu'on a, validez-nous ça et encadrez-nous. Si on change un peu de démarche et que maintenant les plans ou les programmes de développement ne viennent plus du gouvernement, mais viennent de la population ou des jeunes, et on les soumet au gouvernement, là, ils sont obligés de nous suivre. Ils n'ont pas le choix. Et je pense que c'est cette démarche-là qu'il faut mettre en place, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place pour faire comprendre, en fait, aux Sénégalais, à ces jeunes-là, que l'atteinte, en tout cas, de l'autosuffisance alimentaire qui me tient vraiment, au fond de moi, ne va forcément pas venir du gouvernement, il doit venir de cette jeunesse-là. Merci beaucoup, Souleymane. Et là, à côté de ça aussi, vous travaillez aussi avec beaucoup d'agriculteurs qui font de la fraise, mais aussi peut-être dans d'autres domaines. Est-ce que vous pouvez nous en parler très rapidement sur comment vous les accompagnez et comment vous arrivez à créer vraiment une chaîne de valeur pour mieux valoriser l'agriculture sénégalaise? Oui, ça veut dire qu'en fait, si vous voyez bien, il y a des programmes qui existent aujourd'hui, comme PRODAC, comme ANIDA, qui essayent de faire la même chose. Mais le problème, ça veut dire qu'il y a une façon aussi de le faire. Nous, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis toujours dans cette démarche-là. C'est-à-dire que si la personne vient de façon individuelle pour travailler, oui, je peux l'accompagner. Mais je suis beaucoup plus sensible quand il s'agit d'un groupe. C'est-à-dire que regrouper des groupes de jeunes ensemble, par exemple, on le trouve des terres, on va leur proposer des formations, on le trouve des terres, ils travaillent en groupe. Et à partir de là, tout ce qui va de l'accompagnement jusqu'à la commercialisation, on s'assure en fait de ça. Nous, on est sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que, comme j'ai l'habitude de le dire, je l'ai dit hier à la masterclass, moi, Souleymane, je vais être milliardaire. Mon objectif, c'est d'être vraiment milliardaire et en temps record. Et pour ça, je sais que je ne vais pas y arriver seul. Je ne pourrais pas être ce milliardaire-là d'ici 5 ans ou 6 ans si je décide d'y aller seul. Parce que quand on parle de milliards, c'est plus que 1000 millions. Mais je peux être milliardaire si je crée d'autres millionnaires. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de créer autant de millionnaires pour que derrière ces millionnaires fassent de moi un milliardaire. Et quand j'ai compris cette démarche-là, je me suis dit, OK, essayons d'aller en groupe. Moi, essayer d'accompagner les jeunes. Je fais en sorte qu'ils deviennent des millionnaires. Et derrière, en fait, je me transforme en milliardaire. Donc, je les accompagne pour les transformer en millionnaires. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être milliardaire. Donc, c'est-à-dire que derrière, l'idée, c'est quoi? Tu regroupes l'ensemble de ces jeunes-là. Tu leur proposes une formation bien claire. Tu leur dis comment ils font. C'est quoi les démarches. Le marché, tu l'as. Tu mets à disposition des terres, de l'eau, l'accompagnement, tu disposes le marché. Je ne vois pas pourquoi ce projet ne va pas réussir. D'autant plus que ces jeunes-là sont prêts à investir leurs propres moyens. Parce que je leur dis carrément, je dis à tous ces jeunes-là que si vous vous lancez dans l'agriculture et que vous voulez que je vous accompagne, il ne faut pas du tout attendre le financement de l'État ou d'une
d'une structure. Parce que là, vous allez aller de façon très lente. Moi, je veux qu'on y aille trop vite. Et pour y aller trop vite, vous devez prendre vos propres initiatives. Mettez-vous en groupe, codisez que chacun donne sa participation à la hauteur de ce qu'il peut. On lève une somme, vous vous lancez, je vous accompagne, je vous assiste, on trouve en fait le marché et on déroule. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, s'il y a des organisations qui sont prêtes à accompagner l'initiative, tant mieux. Mais quand on se lance, on ne va plus attendre qui que ce soit pour se lancer. Sortez ce que vous avez de votre poste, mettez-le sur table, on essaie de se regrouper, de devenir un groupe et on fonctionne ensemble. Donc c'est comme ça qu'on a fait avec le tournesol, c'est comme ça qu'on a fait avec la fraise, c'est comme ça qu'on a fait avec la machine de forage qu'on a achetée, qui aujourd'hui est en train d'être déroulée par des Sénégalais de la diaspora. Ils l'ont achetée juste à hauteur de 10 millions et là ils ont appelé un marché de 70 millions. C'est comme ça qu'on a fait avec l'ananas, c'est comme ça qu'on va faire avec d'autres cultures qu'on va lancer. Donc ça veut dire que ce mouvement d'ensemble-là, c'est ce que je cherche à créer autour de chaque projet pour que les Sénégalais comprennent surtout qu'il est important de travailler ensemble et de réussir ou de lever tout ce qui est défi ou tout ce qui est problématique. En réalité, il n'y a pas de problème au Sénégal. Le seul problème, c'est qu'on refuse de travailler ensemble. On nous dit qu'il y a des problèmes au Sénégal, en Afrique, mais moi, ces problèmes-là, je me dis que tant mieux si on a des problèmes. Parce que les problèmes, ce n'est rien d'autre que des opportunités. Et quand il y a autant de problèmes, ça veut dire qu'il y a autant d'opportunités qu'on peut transformer en argent ou transformer en business. Maintenant, il faudra juste que ces Sénégalais-là comprennent ça comme ça, que dès l'instant qu'ils voient un problème, ils se disent, OK, c'est quoi l'opportunité derrière? Comment je peux transformer ça en business? Et c'est comme ça qu'on peut développer le Sénégal, c'est comme ça qu'on peut développer l'Afrique. Il y a un autre élément que j'aimerais bien qu'on parle parce qu'on nous parle d'agriculture. On voit sur les réseaux sociaux, peut-être que tout est rose, c'est ce qui semble être. Mais est-ce que les agriculteurs ils rencontrent réellement des obstacles? Parce que si je prends un exemple, dans des zones qui sont très lointaines, des zones urbaines, où par exemple le réseau électrique n'est pas très bien desservi, il y a souvent ce sujet-là qui revient. Si je prends par exemple un exemple en Casamance où on voit des mangues qui pourrissent parce qu'il n'y a pas un système de conservation. Comment on arrive à créer vraiment un écosystème sain qui permet à ce que tout le monde puisse se dire bah, OK, l'écosystème est déjà préparé pour que moi je vienne mettre en place mon projet pour que ça marche? Oui, vous savez, en fait, c'est pas très compliqué pour régler ce type de problème. Mais c'est pas en réalité dans comment l'écosystème fonctionne. C'est pas là où se trouve le problème. Le problème, c'est un problème de mentalité, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau du milieu rural, ils ont une façon de faire ou de fonctionner qu'il faut changer. C'est le mindset qui n'est pas normal. Vous allez, par exemple, imaginez, je vous donne un exemple très simple par rapport à ce que vous dites. Imaginez qu'un agriculteur, depuis 5 ans, 6 ans, après chaque campagne agricole, il attend à ce que l'État lui donne des engrais ou des semences pour qu'il puisse démarrer sa campagne. L'État te donne, par exemple, des engrais, des semences, tu démarres ta campagne, et toi, l'année qui va suivre, tu vas toujours attendre l'État. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand est-ce que tu vas sortir en fait de ce boucle-là? Ça veut dire que leur façon déjà de fonctionner n'est pas normale. Normalement, en une campagne, 2 campagnes, quand vous lancez une campagne, vous devez être en mesure de vous dire, OK, j'économise ça, je garde ça, je prépare la prochaine campagne pour grandir. Ça veut dire que là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils sont toujours à l'attente ou d'attendre que les ONG ou les organisations les accompagnent. Ce qui va faire que même si demain, on essaye d'organiser tout ce que vous venez de dire là, trouver des unités de transformation, etc., ça ne va pas le faire. Parce qu'ils sont toujours dans l'attente. Ils vont toujours attendre à ce que... Bon, je vous donne l'exemple des fermes Anida. Les fermes Anida, c'est quoi? Ce sont des villageois qui se sont regroupés. Anida est venu juste mettre les infrastructures, l'eau, forage, tout ce que vous voulez comme matériel, clôture. Il n'y a pas d'excuse pour démarrer. Mais pourquoi ils ne démarrent pas? Ils sont toujours à l'attente des subventions, de quelqu'un qui va financer, etc., pour démarrer. Et l'excuse, c'est difficile, c'est pas compliqué. Pire, les jeunes qui doivent travailler dans les fermes Anida vont se rendre à Dakar pour conduire les Jakarta, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de mindset au niveau du milieu rural qu'il faudra d'abord régler. Et si on ne règle pas ce problème-là, quels que soient les investissements, quels que soient les appels d'alerte, ça ne va pas régler le problème. C'est-à-dire qu'il faut tousser là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est au niveau en fait de la mentalité. C'est la façon de penser des sociétés qu'il faudra changer d'abord. Si on ne change pas ça, il y aura vraiment un problème. Mais dites-vous que
le fait de même attirer la diaspora pour qu'ils financent ces infrastructures-là, mettre en place des chambres froides, des unités de transformation, c'est pas compliqué. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui le font même déjà, mais ça ne réussit jamais. Et pourquoi ça ne réussit jamais? C'est parce que tout simplement, la façon de faire de la population du monde rural n'est pas en fait actualisée. Et c'est là où il faudra toucher en fait pour changer les choses. C'est quoi alors la bonne façon de faire pour vous? Pour moi, déjà, ça veut dire qu'il faudra vraiment changer. En premier lieu, il faudra concentrer d'abord à changer la façon de faire ou la mentalité des populations locales, du milieu rural. Deuxième chose, ça veut dire que la prochaine génération, c'est ça en fait qu'il faut former, c'est ça qu'il faut formater. On a besoin de préparer des futurs agripreneurs, les futurs entrepreneurs agricoles. Au Sénégal, c'est l'un des rares pays qui ne se concentre pas sur la formation des jeunes. Vous prenez des pays comme la Chine, des pays comme Singapour, etc. Ils ont compris. C'est-à-dire que nous, dès l'instant qu'on ne met pas sur table ce sentiment de peur de ne pas atteindre l'autosuffisance alimentaire, ou ce sentiment de se dire dans 2 ans, 20 ans, 15 ans, le Sénégal va mourir de famine, ça ne va pas régler le problème. C'est-à-dire qu'il faudra que les gens comprennent que pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas Souleymane, ce n'est pas Mabouba Diagne, ce n'est pas cette génération-là. C'est une génération qu'on doit préparer les 20 ans à venir. J'ai l'habitude de donner l'exemple, par exemple, de la Coupe d'Afrique qu'on a remportée. Regardez, en fait, après la génération 2002, c'est là où est né des écoles comme Génération Foot, comme etc., Institut Diamba. Ces Sadio Mané, ces Ganagay sont sortis de ces centres de formation-là. 20 ans après, ils ont remporté la Coupe d'Afrique. Donc là, on a compris qu'il fallait former la prochaine génération. C'est pareil pour l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faudra former la prochaine génération d'agripreneurs, d'entrepreneurs, d'agriculteurs qui auront cette mindset de se dire que la souveraineté alimentaire est quelque chose de primordial pour sauver notre pays. C'est important pour sortir le Sénégal en fait, de cette situation-là, parce que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va tous mourir de famine. Et quand c'est formaté comme ça dans la tête de ces jeunes-là, je vous dis naturellement, ils vont grandir avec ce patriotisme de changer les choses. Mais avec cette mentalité qu'on a aujourd'hui au niveau du monde local, du milieu rural, ce sera très difficile de les actualiser, de les faire comprendre en fait, ça ne doit pas se passer comme ça, c'est comme ça. Merci beaucoup, Souleymane, pour ce message. C'est très fort en tout cas. Autre chose que j'aimerais bien savoir, vous qui travaillez dans ce milieu-là, est-ce que les commerçants sont assez coopératifs avec les agriculteurs aujourd'hui? Et pour écouler tous les produits qui existent, est-ce que les agriculteurs ils rencontrent des difficultés ou pas? Oui, ils rencontrent des difficultés. Et ça m'étonne quand même. Parce que déjà, en fait, imaginez, on vous dit qu'au Sénégal, on importe 1 400 000 tonnes de riz. On importe 400 000 tonnes de maïs, 860 000 tonnes de blé, j'en passe. Ce qui fait environ quelque chose comme 1075 milliards de francs CFA qui est importé. Donc ça veut dire que l'ensemble de ces produits horticoles que les Sénégalais produisent, il y a le marché qui est là. Mais pourquoi souvent on y dit, les récoltes sont détruites, etc. de gauche à droite. Donc à la limite, tu te dis, mais c'est quoi le problème? On importe telle chose et on dit que le marché est saturé de l'autre côté. Alors qu'en réalité, ce n'est pas saturé. C'est-à-dire que le problème, c'est un problème de concentration dans une seule zone. C'est-à-dire que tu prends l'exemple, par exemple, de la zone des Niayes, tu as les producteurs en fait, qui produisent de l'oignon à gogo. Ils vont tous essayer de vendre dans la zone des Niayes. Et du coup, l'oignon pourri, etc., il y a la télé qui vient, il fait en fait le reportage, etc. Donc tous les Sénégalais vont penser que le problème, c'est au niveau national. Alors que ce n'est pas au niveau national, c'est parce que tout simplement, il y a des producteurs qui décident de ne pas s'organiser. Parce que c'est un problème de manque d'organisation en réalité. Et le manque d'organisation, c'est tout simplement le fait de ne pas décider de travailler ensemble. Tu as des producteurs qui ont les marchandises, de l'autre côté, vous avez les commerçants, et chacun essaie de tirer de son côté. Ils n'essayent pas de se former une sorte de centrale d'achat où tout le monde va essayer en fait d'avoir un point où ils vont se retrouver pour vendre un produit, parler d'un seul prix, d'avoir un seul coordinateur qui coordonne tout ça. En fait, il n'y a pas plus facile que ça. En Europe, ils font ça. Dans les pays développés, ils font ça. Ils ont une centrale d'achat. Et dans cette centrale d'achat, tous les produits sont centralisés.
que Souleymane produise, que Demba produise, que Mampate produise, c'est-à-dire que dès l'instant que toi tu produis de l'oignon, tu as une seule porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, c'est un coordinateur. Ce coordinateur récupère tes produits en imposant une sorte de standard qualité. Tu respectes la qualité, tu es dedans. Tu ne respectes pas la qualité, tu n'es pas dedans. Et à partir de là, en fait, cette porte d'entrée-là, tu vends tes produits, on centralise, on parle d'un seul prix, on parle d'un seul coordinateur et on parle d'un seul marché et le problème est réglé. Mais malheureusement, au Sénégal, il n'y a pas cette coordination-là. Il n'y a pas ce mouvement d'ensemble, il n'y a pas cette organisation-là. Forcément, on va parler en fait des manques de produits qui ne sont pas vendus ou des produits qui sont détruits. Malheureusement, c'est ça la réalité. En fait. Mais ça, c'est pas aussi un peu le rôle, un peu le rôle du gouvernement d'être ce médiateur-là qui facilite à ce qu'on puisse mettre cet écosystème-là pour que tous les agriculteurs puissent vraiment être organisés. Mais oui, c'est pourquoi j'ai dit tantôt des fois, c'est vrai que c'est un mot assez lourd, mais il faut être un dictateur à un certain moment donné. C'est-à-dire que ce sont les agriculteurs qui devaient s'organiser comme ça. Ils vont faciliter le travail pour le gouvernement. Mais comme il refuse de s'organiser et qu'il y a le problème qui persiste, mais il faut justement que l'État prenne ses décisions et essaye d'imposer cette organisation-là. C'est la seule façon de régler le problème. Imaginez par exemple si on avait un Sénégal où il y a par exemple le ministre de l'Agriculture qui dit « J'ai besoin que vous me sortez 1 400 000 tonnes de riz. » J'ai une seule porte d'entrée, c'est peut-être Demba. Donc si vous produisez votre riz, donnez ça à Demba, il va mettre une marque sénégalaise qui s'appelle Tel, et sur cette marque-là, j'achète le riz. Tout riz, ou bien toute production de riz qui sort sur une autre marque, je ne l'achète pas. Ils vont me dire, oui, il n'y aura pas en fait la concurrence, il n'y a pas la concurrence. Mais d'accord, mais le problème, c'est que vous allez vendre une marque qui est sénégalaise. Vous allez faire pénétrer une marque sénégalaise sur le marché national et continental, voire international. Vous, tous les producteurs qui vont produire le riz n'auront plus un problème de commercialisation. Ça règle le problème. Donc, si l'État prenait juste cette décision de se dire, OK, une seule porte d'entrée, j'ai besoin d'une commande de 1 400 000 tonnes, produisez-moi ça, mais ça règle le problème. Mais vous allez voir des Sénégalais ou des producteurs qui vont se dire non, ils vont préférer se retirer, etc. Parce que tout simplement, le problème, c'est que nous avons ça m'appartient. Mais le sougnou là, c'est toujours un problème au Sénégal. Et c'est problématique, en fait, je pense que c'est le problème qu'il faut régler. Et ça, il n'y a que cette nouvelle génération-là qui peut changer ça. Ça, c'est quelque chose qui existait depuis des années et ça ne pousse nulle part. Maintenant, c'est à cette nouvelle génération de penser comme ça. Et comme je l'ai dit, d'essayer d'être ce bloc et d'imposer à l'État, au gouvernement de les suivre. Et c'est bien possible si on le fait. L'autre élément que j'aimerais bien parler avec vous, vous qui vous êtes construit au Sénégal, vous avez réalisé tout au Sénégal, qu'est-ce que vous pouvez envoyer comme message aux jeunes qui croient qu'il faut forcément aller en Europe pour réussir? Écoutez, déjà, moi, je ne comprends pas juste le fait de prendre 5 ou 6 millions, de les mettre en fait sur Benegal, pirogue, et décider de venir en France. Tu n'as pas de papier garanti, tu n'as absolument rien du tout garanti. Tu viens ici, tu galères comme il le faut. Comme j'ai l'habitude de le dire, je me dis toute l'énergie, Katan, Khalad, Dole, que tu es en train de développer ici pour s'en sortir. Si tu le faisais au Sénégal, tu pourrais en sortir. C'est-à-dire qu'ici, il faudra aussi qu'à un certain moment donné, que les Sénégalais qui sont ici essayent un peu de faire passer le message. Et d'ailleurs, c'est compliqué pour qu'un Sénégalais de la diaspora puisse dire en fait aux Sénégalais ou aux jeunes, ne venez pas ici. Mais par exemple, quelqu'un comme moi qui a tout fait, franchement, moi, mes études, je les fait au Sénégal. J'ai tout appris au Sénégal. Et j'ai lancé mon entreprise au Sénégal. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait au Sénégal. Maintenant, mon objectif, c'est de récupérer l'Europe, de récupérer en fait les États-Unis, etc. C'est-à-dire que je pars du Sénégal et j'essaie de récupérer le monde. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Et je me dis que je peux le faire. Maintenant, ça veut dire que si le Sénégalais il pense que la solution, c'est de sortir du Sénégal et venir en fait régler le problème des Européens, mais en fait, c'est quoi qui va régler le problème au Sénégal? C'est-à-dire qu'on a besoin de cette génération qui décide de galérer sur place, de réussir sur place et de sortir le Sénégal de la situation. Mais si tout le monde décide de venir en Europe, qui va régler le problème? Et ici, si vous venez ici, vous allez régler quel problème en réalité? L'Europe, tout est déjà fait. Alors qu'au Sénégal, tout est à refaire.
Donc, ça veut dire qu'il y a tous les problèmes, comme je le disais tantôt, toutes les opportunités au pays, mais essayer de saisir ces opportunités-là, ces problèmes-là, transformer-les en opportunités et créer un business. Et derrière, vous trouvez les personnes qui peuvent vous accompagner, ils vous accompagnent. Mais si vous venez ici, il n'y a absolument rien que vous pouvez faire ou créer. À la limite, vous allez subir en fait le système. Et au final, vous allez décider au bout de 10 ans, vous dire, OK, quel est mon programme de retour, comment je vais faire pour retourner, qu'est-ce que je dois créer. Mais vous avez déjà perdu du temps. Alors que ce temps, les 10 ans, les 15 ans, si vous les dépensez peut-être au Sénégal en termes d'énergie, vous avez peut-être la chance de réussir. Moi, personnellement, j'ai eu cette chance d'avoir une bourse pour les États-Unis quand je suis sorti de l'école, une bourse pour la France, mais j'ai refusé les deux bourses. Parce que tout simplement, dans ma tête, je me dis que si je viens ici, je fais encore 3 ans ou 4 ans d'études, puis attendre 2 ans, 3 ans pour trouver de l'emploi, ça me fait déjà 7 ans à perdre. Je vais essayer de dépenser ces 7 ans-là au Sénégal, de conserver, perdre autant d'énergie et de force pour essayer de voir durant ces 7 ans si je vais réussir quelque chose. Et ces 7 ans-là, c'est ce que j'ai fait au Sénégal. Et je ne l'ai pas du tout regretté. Aujourd'hui, j'ai la chance de voyager partout dans le monde. C'est parce que j'ai concrétisé quelque chose qui me donne cette opportunité de voyager partout dans le monde. Je cherche les opportunités partout dans le monde. On t'écoute partout dans le monde. Mais si aujourd'hui j'étais cet étudiant ici, en Europe ou aux États-Unis, personne ne va me connaître. Donc c'est juste à un certain moment donné, il faudra oser faire quelque chose. C'est juste l'audace qui nous manque. Oser dire non au système et d'essayer de créer ses propres opportunités à toi. Et forcément, en fait, à un certain moment donné, les portes vont s'ouvrir. Vous, aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui a réalisé voilà, des grands projets. Vous avez établi aujourd'hui Frezen. Quand on voit votre succès, des fois, en fait, ça peut paraître peut-être inaccessible aux jeunes qui sont au Sénégal, qui arrivent pas des fois peut-être à combler les trous du manque ou bien aider vraiment la famille. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment on pourrait faire du coup pour essayer de déconstruire cette idée de succès-là envers ces jeunes. En fait, première chose, il faut se dire une chose. Il faut se dire aussi la vérité. Moi, Yombol, il va y avoir des échecs. Et ça veut dire que dans la tête, si on ne se prépare pas à l'échec, forcément, premier échec, bonne tu vas abandonner. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour moi. Moi, j'ai perdu presque 18 millions de francs CFA sur un projet de fraises. J'ai eu beaucoup d'échecs. En fait, c'est l'ensemble de ces successions d'échecs-là qui m'a forgé, qui a fait de moi ce que je suis. Je vous ai dit, je n'ai pas fait d'école de management. On ne m'a pas appris tout ce que j'ai appris là. Il y a des personnes qui sont sorties dans les écoles de management, des gestions qui sont beaucoup plus calées que moi. Mais ce que j'ai appris, je l'ai appris avec les différents échecs que j'ai eus. Donc c'est pourquoi à chaque fois qu'il y a un problème, dans mon parcours entrepreneurial en tout cas, à chaque fois en fait que j'ai des échecs, j'essaie d'apprendre derrière. Pour moi, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a de l'échec, en fait, je suis content. Parce que ça me permet de grandir, ça me permet d'apprendre la leçon que je n'ai pas eu la chance d'apprendre et que les autres ont derrière. Et c'est ce qui fait que quand je fais des masterclass ou des formations, les gens sont aussitôt intéressés par rapport à ce que j'ai dit parce que c'est des vécus que je partage. Je ne partage pas forcément les cours agronomiques ou les cours, etc. C'est des vécus que je partage. Donc c'est pour simplement dire à ces jeunes-là, tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat. Mais le seul problème, ça veut dire qu'il faudra se préparer à l'échec et se dire à tout moment que je vais échouer, mais c'est comme ça que je vais apprendre. Et surtout quand on se lance dans quelque chose, faites en sorte d'être passionné par cette chose-là. Parce que c'est la passion qui va faire que, malgré même s'il y a des échecs, vous allez rester. Vous allez camper. Mais si vous le faites juste parce que vous avez eu des échos, que ça fonctionne, ça marche, mais il n'y a pas de passion, c'est sûr que vous allez échouer. Vous allez abandonner. Mais la force que vous avez, l'énergie que vous avez à prendre les pirogues pour aller en France ou aux États-Unis, cette même énergie, si vous la dépensez au Sénégal, basant sur une passion que vous avez, c'est sûr que les gars, il y a 1000 chances que vous réussissez. Il faut se le dire aussi, ce n'est pas une question d'une année, 2 ans, 3 ans. C'est 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans pour stabiliser quelque chose. Et c'est ça la réalité. Maintenant, si vous avez tout ça à regrouper, il n'y a pas de chance que ça ne réussisse pas. Pas du tout. Donc, c'est accessible à tout le monde. C'est juste qu'il faut être persévérant, il faut être patient, il faut adorer ou aimer ce qu'on est en train de faire. Et aussi, il faut se préparer à l'échec à tout moment. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on persiste et qu'on insiste sur ce qu'on est en train de faire pour devenir quelqu'un. C'est quoi les projets futurs, Souleymane? J'en profite même pour lancer ce projet-là. Il y
y a un projet que j'appelle Ferme de la diaspora sénégalaise. L'idée, c'est de voir en fait comment la diaspora peut investir au Sénégal, mais autrement. Et quand je dis autrement, ça veut dire que l'idée, c'est déjà de voir comment regrouper ces Sénégalais de la diaspora, Sénégal, États-Unis, etc., ça dépend, lever une somme de 200 millions ou de 300 millions. Mais ces Sénégalais-là vont être actionnaires dans un seul projet. C'est-à-dire qu'on va essayer d'acheter des terres, installer des forages, installer tout ce qui est infrastructure à l'intérieur de ce champ-là, mettre des différents pôles de production, agriculture, machines forage, etc., et lancer la production agricole. Et à partir de là, on essaie en fait de répondre à certaines demandes ou certaines commandes nationales. Parce que l'État a souligné les différents produits qui sont importés. Et d'ailleurs, moi, je souhaite que la diaspora contribue à l'atteinte de ces objectifs-là en essayant d'être en groupe, de lever des fonds, d'acheter leur propre terrain à eux. Ils vont devenir actionnaires de ce propre terrain. En fait, c'est leur patrimoine à eux. Ce n'est pas l'argent qu'ils vont prendre et donner à Suleiman pour que Suleiman l'investisse sur un projet. Non. C'est-à-dire que moi, je leur demande, regroupez-vous, levez les fonds, achetez un terrain qui vous appartient à vous en tant qu'actionnaire. Et derrière ce projet-là, vous êtes actionnaire d'une entreprise qui va contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Donc, imaginez si vous avez 2000 personnes dans la diaspora, que chacun de son côté lève 200 millions, 300 millions. Vous avez, par exemple, 10 ou 20 groupes comme ça. Rapidement, on règle le problème. C'est juste qu'ils ont besoin d'être, comme je le dis tantôt, rassurés, d'être accompagnés, d'être guidés. Et moi, je suis là que pour ça. De l'autre côté aussi, on va essayer de lancer des programmes de production de masse, comme par exemple le tournesol, l'introduire carrément au Sénégal avec des entrepreneurs qui sont déjà là, qui assurent la transformation en huile. Derrière, essayer aussi de voir comment regrouper les jeunes Sénégalais qui sont au Sénégal, qui sont prêts à se lancer, les rapprocher des fermes Anida pour qu'ils travaillent avec les villageois sur les fermes Anida et qu'on valorise quand même ces fermes Anida-là. Parce qu'en fait, ça appartient certes à certains villageois, mais c'est l'argent des Sénégalais, c'est l'argent du contribuable qui a investi ça. Donc, on a besoin de prendre les jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir ces terres, les mettre côte à côte avec ces villageois pour qu'ils travaillent ensemble. Pareil aussi, voir de l'autre côté, comment nous, de notre côté, on peut essayer d'impliquer le gouvernement dans ces différentes initiatives-là pour qu'il encadre. Parce qu'en réalité, sur l'ensemble des projets, en tout cas que moi j'initie, à côté des personnes à impact qui sont en train de faire des résultats extraordinaires au Sénégal, c'est de voir là où le gouvernement peut nous accompagner, juste nous faciliter certaines choses. On n'a pas besoin de financement. On n'a pas besoin en fait qui nous donne les moyens financiers. On est capable de lever ces moyens financiers-là. La seule chose qu'on a besoin, c'est qu'il nous facilite. C'est-à-dire que c'est lenteur administrative là, de grâce qui nous épargne ça. On est déjà en retard. On est assez en retard. Les lenteurs administratives, ça nous retarde davantage. Ils ne sont pas capables, ils ne sont pas encore en mesure, ou bien tout ce qui est organisation au niveau d'étatique ne les donne pas cette facilitation d'aller vite, les protocoles à suivre, etc. D'accord, on les comprend. Mais nous, on peut aller vite. Et on peut aller très vite. Parce que l'autosuffisance alimentaire, là, on peut les attendre. Comme on peut les attendre, nous, on peut y aller vite. Mais là, on a besoin qu'ils nous facilitent certaines choses. Quand on veut importer quelque chose, que la douane nous facilite les choses. Quand on veut acheter quelque chose, que l'État en fait, nous mette en fait certaines conditions pour nous faciliter les choses. Quand on veut telle chose, on veut des terres, etc., que l'État y met les moyens. En fait, c'est juste ça, les facilités administratives qu'on a besoin. Et derrière, on peut faire le travail à leur place. On est dans une situation où on a une jeunesse qui aujourd'hui va penser autrement. Et de penser autrement, ça veut dire que vous, l'État, vous, le gouvernement, soyez juste le papa qui est là à regarder ses enfants. Et nous, on sera les enfants qui vont essayer de travailler pour réussir certaines ou atteindre certains objectifs. Encadrez-nous. Quand on a besoin de vos conseils, on va se rapprocher de vous pour vous demander de vos conseils, vous nous orientez et nous, on continue le travail. On n'a besoin que de ça. Et ce sont ces projets-là qu'on essaie de mettre en place. Et bientôt, si je retourne au Sénégal, il y aura un atelier qu'on va organiser. Et dans cet atelier-là, on va prendre des décisions pour voir sur ces différentes filières qui sont en train d'être importées au Sénégal, de voir comment au niveau national on peut répondre à cette demande-là et le soumettre à l'État pour qu'il nous ferme les frontières et qu'on assure la production locale. D'accord. Mais pour les gens de la diaspora ou bien les gens qui sont au Sénégal qui seraient intéressés par ces projets-là et ces programmes pour y participer, comment ça se passe? Comment vous contactez? Oui, déjà en fait, on va créer un groupe, comme on a l'habitude de le faire déjà. La masterclass qu'on a fait, il y a un groupe qui a été créé d'ailleurs.
Maintenant, bientôt, on va lancer en fait une forme de plateforme ou bien voir en fait au niveau des réseaux sociaux comment regrouper toutes ces personnes-là à travers un lien ou bien une Google Form. Et derrière, on va voir comment les organiser. Donc, il y aura peut-être une formule, bien une méthode qu'on va mettre en tout cas bientôt sur les réseaux sociaux pour permettre d'attirer ces Sénégalais de la diaspora. Et même, il y aura souvent aussi des tournées qu'on va faire, toujours pour les sensibiliser, de faire comprendre comment ça va se passer. Et d'ailleurs, on va les enrôler. Moi, j'y crois fortement et je sais que la solution, franchement, va venir de la diaspora. Et jusqu'à preuve du contraire, je sais que ce qui va nous permettre de nous sortir de cette autosuffisance alimentaire, en grande partie, va venir des Sénégalais de la diaspora. Merci beaucoup, Souleymane. C'était un plaisir de vous accueillir ici dans Raconte-moi. On finit avec le questionnaire. D'accord. Quelle est votre plus grande qualité? Ma plus grande qualité, je dirais que j'ai de l'audace en fait. J'ai beaucoup d'audace en fait par rapport à ce que j'ai fait. J'hésite pas. Quand j'ai quelque chose qui me traverse la tête, je fonce, les yeux fermés. Ça vous définit réellement par rapport à tout ce que vous venez de nous raconter, oui, effectivement. Quel est votre plus gros défaut? En fait, je déteste ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand je me lance sur quelque chose et que ça ne marche pas comme je veux, ça peut me mettre dans tous mes états. Vous préférez l'argent ou le savoir? Le savoir. Qu'est-ce qui vous met instantanément de bonne humeur? C'est déjà de voir d'impacter positivement autour de moi. Ça, si je vois des gens qui sont impactés par rapport à ce que je sais faire, oui, ça me fait de bonne humeur. Qu'est-ce que vous détestez le plus chez les gens? Le fait de mentir et de ne pas être fidèle par rapport à ces mots. En un mot, comment vous définirez votre parcours? La folie. Merci beaucoup, Souleymane. C'était un plaisir de vous accueillir ici dans Raconte-moi. C'est un plaisir. Je mettrai tous les liens de ces réseaux sociaux dans la description et sur les plateformes aussi, entre-temps, voilà, que les projets sont déjà établis. Voilà, je mettrai en tout cas tous les liens pour que vous puissiez avoir accès à toutes ces informations-là aussi également dans la description de la vidéo. Vous êtes nombreux également à nous suivre et vous n'êtes toujours pas abonnés, donc n'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner, à commenter pour nous donner un peu plus de force pour qu'on puisse avoir des personnalités comme Souleymane ici présent pour vous raconter leur parcours. C'était Raconte-moi, on est là pour vous inspirer. À la prochaine, ciao.